Et donc je vous pose, Hervé Lebras, tout simplement la question, est-ce que nous sommes en train de perdre notre cher et vieux pays? Non, objectivement, non. Vous avez fait très peur. Mais la pression montait. le pire est que nous avons l'impression de le perdre. Et donc il faut éviter ce qu'on appelle les prophéties autoréalisatrices. C'est-à-dire le fait de dire n'importe quoi, mais on le croit et ça se réalise. Et Qu'est-ce donc, qui est n'importe quoi? C'est exactement ce que vous avez cité il y a un instant, l'islamisation de la France, par exemple. C'est pas parce que il y a, disons, au maximum 3 millions de personnes originaires à plus d'une génération ou deux d'Afrique du Nord, dont seulement 25% pratiquent l'islam, qu'on est menacé d'islamisation. Et un peu ce que veut dire notre livre, c'est que la France a fait face à des défis qui sont beaucoup plus grands au cours de son histoire et qu'elle a su y faire face, qu'elle a su intégrer, qu'elle a su harmoniser, qu'elle a su faire vivre ensemble des cultures qui étaient très différentes. Il y avait sans doute plus de différences à la fin ou même au milieu du 19e siècle, au début du 20e siècle, entre des Bretons, des Basques, des Auvergnats et des Parisiens, qu'il y en a maintenant entre une immigration récente, par exemple, du Maghreb ou de Turquie. Il y a toutes sortes de débats sur la vitesse d'intégration des gosses d'origine maghrébine. Alors, je ne nie pas l'existence de poches de chômage très élevées dans les banlieues qui ont un rapport avec une gestion économique déplorable par les gens qui gouvernent la société française. Mais si vous suivez cet indicateur fondamental qui est le taux de mariage mixte, en fait, le mariage avec des gens de la société environnante. Je prends l'exemple du genre de famille dont je viens, qui est pour une partie une famille juive, qui a été émancipée en France, émancipée en 1791. Les premiers mariages mixtes ont lieu entre les deux guerres. C'est-à-dire après la guerre de 14, c'est un espace de largement plus d'un siècle en fait. Et l'élévation, le taux de mariage mixte ont été très élevés pour les gosses d'origine maghrébine dès la deuxième génération. C'est-à-dire en 92, on était déjà à 25% pour les filles. C'est pas évidemment, ça n'est pas une intégration achevée. Il y a toujours des différences qui existent, mais la vision qu'on a dans l'instant de ce qui se passe est totalement, je dirais, biaisée et hystérique. Donc c'est-à-dire qu'on demande. Donc quand les gens, Emmanuel Todd, pardon, Oui. Quand les gens s'inquiètent, quand des partis politiques se nourrissent de ces inquiétudes, Hervé Lebras dit prophétie autoréalisatrice, vous vous dites fantasme et illusion. Non, mais la même chose, c'est la prophétie. Il y a des problèmes réels, concrets de cette société aujourd'hui. La prophétie autoréalisatrice et le fantasme, c'est ça le problème. Non, mais il y a deux ordres de choses. La prophétie autoréalisatrice, c'est à force de dire que la France s'émiette, elle va s'émietter, c'est ça Hervé? Non, elle ne va pas s'émietter. On court un risque si on continue à tenir ce discours et surtout on court un risque qui est un risque d'être de plus en plus décalé par rapport à la réalité anthropologique, la réalité sociale de la France. La réalité anthropologique, encore une fois, je me permets de souligner, c'est l'objet de votre étude. Vous regardez comment vivaient les gens, comment ils se mariaient, comment ils faisasaient des enfants, on n'en faisait pas, comment ils abandonnaient parfois. Mais comment ils vivent aussi maintenant. Et concrètement, ce que vous montrez, je reviens un petit peu à votre bouquin, c'est qu'il y avait non pas une France, mais plusieurs France. Donc le livre a été écrit de façon scientifique et sereine, avec une vision de la France comme très diverse. Et ce qui est très intéressant maintenant, c'est que tous les fantasmes d'explosion, de disparition, se nourrissent finalement. Ils disent en fait la France est en train de se fragmenter, il y a des groupes qui apparaissent, avec l'idée que dans le passé, la France avait été homogène. Et qu'on est en train de perdre quelque chose. Et ce que ce bouquin montre, c'est qu'on n'a absolument rien perdu, que c'est comme d'habitude. Et que avant on aurait pensé les provinces au sens strict, en sens de province géographique, etc. Maintenant c'est un peu plus compliqué parce qu'on est à l'âge de la globalisation. On peut parler de province mentale. Et c'est de même qu'on avait les Bretons, etc. Maintenant on va avoir une province chinoise. Et tout ceci va se fondre tranquillement, je dirais, dans le tissu général français. Emmanuel Todd, c'est une bonne nouvelle que nous apportez. Il n'y aurait en France ni problème d'un islam inassimilable, ni problème d'un racisme anti-musulman ou islamophobie. Il y a un problème dans les élites.
C'est-à-dire qu'on pose toujours les questions d'identité nationale en termes de problèmes des gens de base. Énormément de gens, énormément de pense... Français musulmans disent souffrir d'un racisme anti-musulman. Ils ont raison. Oui. Non, c'est bon, on en a parlé. Maintenant, je voudrais parler des problèmes d'identité, là où ils se posent vraiment, dans le cadre de la globalisation, qui sont aussi les problèmes d'identité des élites dirigeantes. On est une puissance moyenne, très grande dans l'histoire, et qui reste grande, mais dont les élites dirigeantes sont totalement perdues. Ils se sont lancés dans une construction monétaire européenne qui ne marche pas. On vit dans un état de déroute industrielle. Ils ne savent pas quoi faire, et ils passent leur temps, en tant que classe dirigeante, à osciller entre des soumissions internationales diverses. Sarkozy a commencé sa présidence en féal des États-Unis, et il la termine en agent, je dirais, de l'Allemagne. Donc il y a tout à fait un problème d'identité nationale, mais il n'est pas du tout où on croit. Avant de monter aux frontières de l'Est, le problème, ça n'est pas les Arabes, c'est l'Allemagne. Je réessaye. Encore on n'en finit pas. Il ne nous rajeunit pas, mais on y est presque. La Troisième République est structurée sur cette boutade, qui à l'époque n'en était pas une. Vous savez, c'est pas du tout une boutade, parce que le vrai problème de la France vit avec un problème identitaire entre deux peuples. Les Arabes, elle se sent supérieure, c'était une puissance coloniale, et les Allemands, les élites françaises, ont un complexe d'infériorité. Donc le rapport, l'état d'esprit mental du pays se définit tout à fait par une oscillation dans ces deux pôles AA, pas triple A, le double A, Allemagne, arabe. Emmanuel Todd, vous êtes entre la plaisanterie et la nostalgie, je vais quand même... C'est de l'anthropologie. C'est ce que je voulais dire. Mais j'ai quand même essayé de ramener. Ce que vous suggérez, c'est que si la Troisième République a réussi à construire un pays à partir de provinces aussi diverses, c'est qu'à l'époque, ces élites avaient un projet national, qui effectivement a été notamment la guerre contre l'Allemagne. On peut se réjouir qu'on n'en soit plus là. Alors que les élites d'aujourd'hui, vous pensez qu'à Sarkozy, il ne résume pas toutes les élites, n'ont plus de projet pour ce pays. Ah non, on est dans un moment... C'est de la faute à ceux d'en haut, qui ne nous guident pas. On est dans un moment d'hésitation. C'est-à-dire que on est dans un moment où l'histoire va se faire, où les choses vont se recristalliser d'une manière ou d'une autre. Ça va être ça le thème de l'élection présidentielle. Les gens pensent, il y a encore des gens qui pensent qu'on est dans un problème d'essuie-glace droite-gauche. Mais vous pensez qu'une élection présidentielle, ça va être un moment, ça va être un référendum sur la nature de la France. Très clairement, au fond, quand on a fait notre livre en début 81, c'était 4 mois avant. La première version était 4 mois avant le passage de Mitterrand. Le passage de Mitterrand on aime bien sortir juste au moment où un président de gauche va être élu. Mais là, encore une fois, sans plaisanterie, vous pensez que par ce vote qui va obéir à 1000 considérations, on refabrique une nation à partir d'un peuple qui se sent dispersé? Oui, parce qu'on le pense d'autant plus que ce qui a fabriqué la nation, c'est assez largement l'État français et la politique française institutionnelle d'un État fort. Donc on pense que le type d'État qui va suivre, notamment si c'est un État de gauche, changera en partie la société française. Il y a 2 nostalgies dans votre bouquin qui me frappent. Nostalgie pour les 2 grandes églises qui structuraient le pays, l'Église catholique et l'Église communiste. C'est pas une nostalgie parce que il me semble à l'époque on pensait tous ensemble. Oui, mais on n'a pas une nostalgie. Lui catholique et moi d'une grande famille communiste. Voilà. Et est-ce que c'est parce qu'on a perdu et le catholicisme et le communisme qu'on se sent paumé? L'un comme l'autre, personnellement, je crois que nous nous réjouissons plutôt de cette perte. J'ai aucun regret, même venant d'une grande famille catholique, je n'ai absolument aucun regret du fait que la foi soit tombée en France à 8%. Et par quoi j'ai une petite nostalgie du PC quand même. Et par quoi remplace-t-on l'idéologie, la transcendance, l'idée qu'il y a des choses qui nous dépassent quand on est un peuple, un pays aussi épars et aussi divers? C'est ça, ce qu'analyse Hervé dans la partie, le chapitre final. Je peux le dire, je ne trahis pas un secret en disant que c'est lui. Ne racontez pas la fin. Je veux dire, c'est beaucoup. La dernière partie s'appelle. Société saine, société malade. Et donc le problème, et ce qu'on dit, c'est que la situation est beaucoup plus grave qu'un problème de Front National ou de Sarkozy. C'est que la France est malade par effet de vide. Et donc toute cette thématique, c'est essayer de comprendre comment la disparition de ces grandes églises religieuses ou politiques structurantes ont disparu et ont laissé le pays
je dirais, sans doute intacte dans ses structures anthropologiques fondamentales. Cela dit, les anglo-saxons le disent aussi maintenant, que les 1% d'en haut de la société, ou les 0,1% d'en haut, qui sont les seuls à bénéficier de ce qui se passe économiquement, sont les responsables, qu'il faut les taxer pour le bien de la société et qu'on doit réunifier la société française contre ces élites économiques, on n'ose pas dire élites. Je veux dire, c'est ça la tradition nationale. On a décapité la noblesse, on peut recommencer. Mais cela dit, on n'est pas tout seul, parce que la thématique des 1% se répand dans le monde anglo-saxon très vite. On reste sur cette invite d'Emmanuel Todd à l'année du 4 août, défendu par Hervé Lebras. On dit que la Bretagne a changé parfois. À vous, Elisabeth. Emmanuel Todd, donc, c'est vrai que nous étions tous ici sur ce plateau très inquiets quand Claude a posé sa question. Je vais y passer, mais le jour où vous prenez le pouvoir, Emmanuel, vous m'appelez. Hein. On me casse. C'est bon, je suis pauvre. Nous étions très inquiets quand Claude a posé sa question, est-ce la fin de la France? Parce que c'est vrai que vous êtes une sorte d'oracle. Avec vos outils de chercheurs, vous avez prédit la chute de l'URSS, vous avez prédit la fracture sociale, les tourments de l'euro. Donc je me souviens très bien que vous avez répondu non, ce n'est pas la fin de la France. Ensuite, vous avez dit que ce sera la fin de la France si Nicolas Sarkozy est réélu. J'en déduis donc, et là je m'adresse à l'oracle, c'est donc François Hollande qui va être élu en mai 2012. C'est vraisemblable. Ce qui serait vraiment bien, ça serait qu'il soit élu largement, parce que ça nous ferait expier ce qu'il y a eu avant. Mais je crois qu'au-delà des prédictions, c'est vrai que je prie pas pour la fin de la France, mais la fin de Sarkozy serait déjà quelque chose. Vous partez d'un travail scientifique de longue haleine sur les diversités françaises qui a fait un pays. Vous le résumez à « faites tomber le président ». Parfaitement le droit de vouloir faire tomber le président. Vous êtes certain... Vous pouvez le garder si vous voulez. Surtout pas. À Dieu ne plaise, ça ne me regarde pas, les gens votent. Ne prenez pas parti. Mais sérieusement, en quoi... Est-ce que ce n'est pas un tout petit peu réducteur que de résumer tout le mal d'un pays les hommes politiques, et un seul homme? Il me chauffe là, je vais lui dire ce que je pense. Voilà. Vas-y, on se connaît, vas-y. C'est-à-dire, Hervé parlait du politique. Je veux dire, il y a l'anthropologie, etc. Et puis il y a l'histoire, et il y a la politique. Et la politique, ça va être une élection au suffrage universel, où tous les gens... Vous souhaitez que Sarkozy soit battu? Non. Ce que je veux dire, laissez-moi parler. Oui, mais quand même, non, parce que je vais... C'est pas grave, parce que je vais repréciser la question. Ça va être, je veux dire, là, le résultat de ces élections, ça va être, je veux dire, des valeurs statistiques aussi importantes que celles qu'on utilise là, et les gens vont voter sur deux hommes. Les hommes, ils sont ce qu'ils sont. Ils sont parfaits, imparfaits, mais la vérité, c'est que Sarkozy et Hollande vont se mettre à incarner de vision de la France. Bon et Burnier avait écrit un très beau livre qui s'appelait Que le meilleur perde. On verra bien. Christophe, une question qui est un peu plus essentielle. Mais je ne sais pas, Emmanuel Todd, vous venez de signer dans Le Monde une tribune avec 15 intellectuels de premier plan qui dénoncent les attaques récentes contre la culture. Bon, il faut être concret. Suppression de la culture générale à Sciences Po, éradication du grec et du latin dans les collèges et lycées publics, fin de l'histoire-géographie pour les classes de terminale. Alors quoi, les élites dirigeantes, peut-être malades, ont décidé de casser la culture dans ce pays? Elles essayent peut-être de fabriquer une France à leur image, c'est-à-dire une France amnésique qui n'a pas de profondeur temporelle, puisque bien entendu, c'est pas la même chose la culture, mais ce qui est commun avec notre approche, c'est, je dirais, accepter l'idée que la profondeur temporelle, le recul historique et culturel sont des choses importantes, qu'on n'a pas de vision de l'avenir sans avoir une vision du passé. Et effectivement, on a des élites qui semblent prises dans un monde un peu amnésique et qui sont d'ailleurs perdues. Je veux dire, c'est l'absence de culture historique, je veux dire, qui a créé ces échecs diplomatiques répétés, ces échecs industriels répétés. Et c'est assez fréquent, si vous voulez, les gens qui sont dans un processus eux-mêmes d'autodestruction vont chercher, pour se rassurer, à étendre la destruction à tout leur environnement. Je veux dire, si vous n'arrivez à rien, vous perdez les pédales, au moins que perdez tout le monde avec vous. Moi, c'est le genre de considération qui m'a amené à signer. Emmanuel Todd, Hervé Lebras, L'invention de la France est publié chez Gallimard, réédition augmentée.